Donc du coup, après avoir corrigé les commandes de base et tout, de gestion d'utilisateur et tout, je vous avais demandé du coup d'essayer de regarder pour trouver comment faire un script qui permettait d'installer GLPI. Donc du coup, là, qu'est-ce que ça avait donné, Jassim? Moi, j'avais installé, j'avais pas besoin de le trouver, des fois, sur Internet, j'avais pas trouvé. Hmm. Après, du coup, j'avais Ouais, bon, ça fait partie des outils. Et tu avais été réussi à faire jusqu'où alors quand tu l'avais lancé? euh, ça mettait une erreur, mais après, je pense que par rapport à la configuration de mes serveurs. Parce que mes serveurs ne faisaient que de setup, après ça va devenir, je sais pas si c'est mon PC ou si Ah, d'accord. Mais du coup, ouais, tu l'avais mis éventuellement sur le drive ou pas le non, script? D'accord. Bah, ça aurait été pour jeter un œil à ce que tu avais trouvé. De bon, toute je façon, vous l'enverrai hein? quand je rentre. Ouais, bon, de toute façon, tu verras bien par rapport au script que je montrerai tout à l'heure si ça avait l'air de coller. Euh, du coup, toi, Maxime? Ah, moi, en fait, ça restait à 0% au niveau des mises à jour, tout ça. D'accord. Ça se lançait pas. Ouais. Après, quand tu avais installé le logiciel, ça mettait bien J'ai que sur le truc. c'est l'autre en Non? fait. Ouais, si tu as moyen de le tourner ou pas. Je sais pas s'il se tourne ou pas. Ouais, merci. Euh, Quand tu avais fait l'installation, il avait bien trouvé les sources et tout. Il avait bien marqué atteint. Oui, enfin, il m'a marqué qu'il avait, je sais plus ce qu'il m'a marqué. En fait, il avait fait l'infrastructure, je sais pas quoi là, et Hmm, il met pas le. Enfin, les mises à jour sont restées à zéro. d'accord. C'est pas. Ouais, c'est bizarre parce que s'il atteint les paquets, normalement les mises à jour, elles sont censées passer. Bah, Autre. après, dans le script, j'avais mis la dernière version. Hmm, Du coup, est-ce qu'il y avait une mise à jour qui la était faite? dernière version Bah, la dernière. de GLP. Ouais, enfin, c'était enfin, Non, ouais, je crois que ça doit être ça la dernière. ah ouais. Hmm, Donc, bah, du coup, est-ce qu'il y a une mise à jour qui s'est à moins qu'il y ait peut-être un problème, on verra. Non, en fait, c'était l'installation de GLPI lui-même, c'était pas la mise à jour du système Linux qui posait problème. non, 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 c'était le GPI. Ah, c'était le téléchargement en fait du Ouais, c'était GLPI. le. Moi, j'ai pas eu l'interface GPI en fait. Oui, Enfin, d'accord. Mais je veux après, dire, quand tu lançais la commande apt update, apt upgrade, elle se passait normalement, celle-là. oui, ça Oui, s'est lancé. d'accord. Ok, Ça s'est non, lancé, je croyais après. je croyais que c'était à ce moment-là que ça bloquait. Non, non, Donc c'était vraiment au moment du téléchargement de GLPI alors. chaque ligne, ça me met 0%. Donc, ça va pas au bout du truc, quoi. Ouais, d'accord. Donc ça, effectivement, soit c'est un problème de téléchargement, soit le téléchargement s'est bien passé, mais que pour une autre, t'as plus assez de place pour installer le GLPI. Mais assez de place sur la V. Ouais. Parce qu'en fait, mais bon, normalement, avec 10 gigas, si t'as rien installé d'autre, logiquement, ça suffit, hein, Moi, j'ai mis 20. il est pas énorme. Oui, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que tu mets 20, mais Ah oui, ok. quand tu crées la VM, en réalité, il prend que 10. La partition, il prend que 10 gigas dessus. Après, du coup, j'ai trouvé deux scripts. Ouais. Donc, un qui est tiré d'une vidéo Mhm. que j'ai recopié au fur et à mesure. Ouais. Et un autre que j'avais trouvé sur le site GitHub. D'accord. Voilà. Donc, il était complet celui-là. Enfin, il y avait deux scripts, un super compliqué Mhm. et un plus simple. Ouais. Un Ouais. avec des échos dans tous les sens. Là, voilà. Celui-là, je l'ai Ouais, copié. ça c'est bon. Echo, ça c'est juste pour faire de l'affichage. Mais Ouais, après, mais il si mettait nom peut-être comme, je sais pas ouais, quoi. peut-être qu'il faisait des vérifications en plus et Je sais pas tout. ce qui. Enfin, Je pense qu'il devait vérifier si des éléments existaient déjà ou pas avant de lancer et tout. Bon, on peut, mais vous allez voir que le script que je vais vous montrer, ouais. il est Ah, pas le énorme, hein. premier que j'ai trouvé là, j'ai trouvé la vidéo, il était super simple. Ouais, Il y avait quoi, 15 ouais, pages. à peu près, oui. Voilà.
Et si tu regardais les lignes, tu voyais que c'était avec des lignes à peu près avec les commandes qu'on avait déjà. Ouais, mais moi j'en suis encore au stade, j'arrive pas à picoler sur Nano. Hmm. Enfin, Non, les bah, scripts, c'est un peu. c'est de penser effectivement à, après, ça, c'est de prendre l'habitude du SSH. Après, pour l'instant, effectivement, t'avais jamais encore eu d'occasion de te connecter à une machine à distance et tout, notamment par du SSH. Donc, Ouais, c'est mais normal que t'ailles je pas. savais même pas intégrer le fait que je peux pas faire picoler en dehors du SSH, quoi. Hmm. Moi, je pensais qu'on pouvait faire. Donc, effectivement, sous Windows, tu peux, à la condition d'avoir installé les tools. Mais directement sur le Nano, non, parce que normalement, ou alors c'est qu'il n'installe pas directement les tools. Parce qu'on peut installer les tools aussi sur la VM, mais ça après, j'ai pas essayé de voir si après tu pouvais faire le copier-coller quand même. Bon, on fera un essai tout à l'heure. Hmm. Non, ça va venir. C'est la première fois que quasiment que tu utilises Linux et tout, et t'as jamais eu besoin de de connecter à distance. Ouais. Même toi, Stéphane, je sais même pas si tu te connectes à des machines à distance. C'était toujours le même poste physique. Si, des fois quand même. Ouais. Hmm. Oui. Du coup, tu as un petit peu, peut-être un peu plus le réflexe, Non, mais après, on va dire. connecter à distance, oui, ça, Hmm. c'était des logiciels, quoi, mais Ouais. pas forcément. Après, de toute façon, on le verra aussi par la suite par des logiciels pour prendre à main distance pour corriger des soucis et tout. Non, je suis pas tout seul avec ça, hein. Non, ça va venir, t'inquiète. C'est juste que Linux, c'est un peu nouveau pour nous, Oui, et ça. mais de toute façon, on va en refaire. Donc là, je voulais déjà bien mettre les commandes de base. Après, de toute façon, quasiment, parce que de toute façon, tout va être sur la ligne de commande et ça sera toujours à peu près les mêmes commandes qui vont revenir. On va pas non plus super loin dans Linux, mais du coup, au moins, c'est déjà de s'approprier ces commandes-là. Donc, effectivement, là, c'est le début. Mais vous allez voir, quand on va descendre le script, c'est à peu près les commandes qu'on avait vues. La seule différence, effectivement, c'était par rapport à la base de données. Et du coup, toi, Stéphane, t'es arrivé jusqu'où? Oui, oui, d'accord. Ok. Donc là, je pense qu'il y avait un petit problème de droit dans le truc. Ok, bon, on va jeter un œil à ça. Sinon, par rapport au Windows Server, là, Hmm. j'ai trouvé l'erreur que j'avais. Ouais. Ah, Ça attends, m'indiquait la base de données. reprendre l'enregistrement. Voilà. Alors là, je vais me connecter. Par contre, j'ai mis quoi? Oui. Bah, déjà, j'essayais déjà de retrouver mon compte. Parce que j'ai eu un petit doute sur sur mon login. Hein? Voilà. Bon, de toute façon, je vais me connecter en SSH pour qu'on voit mieux. C'est bon là ou pas? C'est bon, seulement toujours ouais. Le relever un peu, peut-être. De toute façon, quoique non, je vais le remonter comme ça. Le relevé? Non, mais relever pour que ça remonte un petit peu. Mais bon, là, c'est bon, je monte là. Qu'on voit bien le haut, c'est ça? Ouais, enfin, c'est plutôt le bas. Mais bon, là, comme je peux monter dans. Parce que là, si je suis en bas, là, je suis pas sûr que Stéphane y voit. Ah, ok. Le serveur GLPI qui est en bas, je suis pas sûr que tu le vois. Ouais, si je remonte à fond, Non, plus non, mais haut. là, c'est bon, t'embête, Ouais, comme ça. là, c'est bon, là, si je le mets à ce niveau-là, à peu près. Ah, nickel. Ok. Donc, du coup, après, pour le script, si vous aviez été un petit peu curieux, vous aviez sur le drive. Ah. Mais,
Sur le drive, il était apparu. Ah merde. Pas sur le drive, enfin si, dans un élément qui est dans le drive. Et c'est là que je vais aller le chercher. Donc, Torcy, 28 octobre. Dossier pro. Ah. Alors, jetez un œil au dossier pro. Ah, ok. Et le script est ici. Donc, je vais le copier dans un bloc-notes. Dans le dossier pro, faut mettre des scripts et tout. Voilà. Si t'as un script qui... Et vrai, je suis un peu court pour le... Non, pas bien qu'ils suivent quand même. Bon, il est vraiment bien parti. Bon, on verra. Donc, voici le script. Du coup, effectivement, il y a à peu près une... Quelle page Hein? sur quelle page Là, il est dans la page 8. Donc avant de le lancer, on va le redescendre un petit peu. Je vais aller éventuellement là. Par contre, un truc qui est... Bon, bah, il y a une ligne qui est partie un petit peu en vrille. C'est pas avant la coche, quand on y sera. Il y a un caractère qu'il a mal copié. Pourtant, il était bien dans le... Et il était bien dans le script d'origine, mais quand j'ai copié sur le bloc-notes, il a pas apprécié. Mais bon, on va le corriger quand j'y serai. Pas de- pas de dossier pro. Dans le dossier pro, page 8. Page 8. Bah, normalement, c'est page 8. Non, je le trouvais. Ah, c'est par contre, c'est dans celui TSSR. Parce qu'il y a j'ai le dossier pro TAI et le dossier pro TSSR. Donc, Ah oui, je faut, sais qu'il y a- faut prendre le fichier, et il est où, TSS? et juste en dessous, normalement. Ah oui, Hmm. Hop, j'en ai un trop. Je corrige là. Merci, pas. Hop, j'ai le pli. Allez, ça, je vais de côté. Voilà. Ok, on va essayer de le redescendre. Du coup. Donc, le début, ça, bon, je vous ai dit, on n'est pas forcément nécessaire de le mettre. Le bin bash, normalement, si c'est juste un enseignement de ligne, on peut s'en passer. Mais c'est juste pour forcer, du coup, l'interpréteur de commande pour être sûr d'utiliser un qui va bien correspondre aux commandes. quand il y a le hashtag devant, là, c'est pas lu. Normalement, c'est pas lu, mais comme il y a le point d'exclamation derrière, c'est un peu particulier.
du coup. Et ça lui dit quoi? Ça lui dit en fait qu'il faut qu'il utilise l'interpréteur de commande bash pour lancer les commandes qui sont dans le script. Parce que, par exemple, dans Windows, tu as le CMD qui connaît certaines commandes, tu as le PowerShell qui connaît d'autres commandes. Donc, là, pareil, dans Linux, tu as le bash, tu as le SH tout court, enfin, t'en as plusieurs qui ont des commandes un peu différentes, des fois, l'un des autres. Donc, du coup, là, c'est pour lui dire qu'on force à utiliser un certain interpréteur de commandes, pour être sûr que les commandes vont être bien lues. Donc, le plus classique, c'est le bash. Comme interpréteur, normalement, c'est celui qui est installé par défaut, mais tu peux en avoir d'autres. Je crois, par exemple, Kali Linux, il en a une quarantaine d'installés. Pour tester les commandes, comme c'est fait pour de la pénétration de tests et tout, bah, du coup, il faut qu'il teste un peu toutes les commandes et tout, en fonction du système. Donc là, c'est juste qu'on force, du coup, à le mettre. Ici, comme on est normalement toujours sur du bash et qu'on va utiliser les commandes bash majoritairement, on pourrait ne pas le mettre. Mais souvent, quand vous faites des recherches sur Internet dans les scripts, ça commence toujours par ce morceau-là. Mais dans la réalité, on pourrait s'en passer parce qu'on est déjà en bash de base. Donc ici, effectivement, là, c'est pas lu. Mais c'est juste quand on lit le script, c'est pour dire à quoi ça correspond. À savoir que dans l'épreuve, vous aurez justement un script à analyser et on vous demandera justement de mettre à côté à quoi correspondent les différents blocs du script. Donc là, bah du coup après il y a la commande apt update. Et c'est quoi juste repos? Update repo, c'est update du coup en fait repository. Repository, c'est l'endroit où sont stockés les logiciels, les sources des logiciels. C'est-à-dire que par défaut, quand tu installes, à un moment, il te demande si tu veux utiliser un miroir. Et en général, c'est ftp ftp.ubuntu ou deb.debian. Et donc du coup, c'est le serveur en fait sur lequel il va aller chercher les mises à jour et les différents logiciels. Donc en fait, c'est pour ça que c'est marqué update repo, c'est ce qu'on appelle repository. Bonjour. Et donc repository, c'est là où sont stockés les fichiers d'installation, de mise à jour. Donc du coup, lui, il va relire le contenu de ce repository pour vérifier s'il y a des fichiers qui ont changé de version. Donc ça, c'est ce qu'il fait. C'est comme des fois, bah, quand par exemple, des fois Firefox, il te dit, il y a une nouvelle version, voulez-vous la mettre à jour? Bah, parce qu'il a été vérifié sur son serveur, sur son repository, qui avait du coup une nouvelle version qui était différente de la tienne, donc il te demande de la mettre à jour. Et après, bah, du coup, c'est pour ça que si tu fais juste l'update, ça ne met pas à jour. Ça met juste la liste à jour des versions. Mais ça ne les installe pas. C'est pour ça qu'il faut la deuxième commande qui vient après, upgrade system, pour mettre à jour vraiment, là, pour le coup, le système par rapport aux dernières modifications. Donc c'est pour ça qu'en général, c'est toujours les deux commandes qui sont alignées. Parce que la première met à jour le listing et la deuxième met à jour vraiment le système. C'est pas parce que si tu fais upgrade sans avoir fait l'update, bah du coup lui il va utiliser le dernier fichier qu'il avait. Donc si tu avais déjà fait l'update par rapport à l'upgrade par rapport à ce fichier là, bah il va pas trouver de modification. Il peut le trouver que si tu as fait l'update avant. Donc c'est pour ça que ces deux commandes là vont toujours de pair. Donc ensuite installation Apache et PHP. Parce que normalement, si vous avez recherché, vous avez dû trouver qu'il fallait effectivement un serveur web. Donc moi, j'ai plutôt l'habitude d'utiliser Apache. Après, c'est pas le seul serveur web qui existe. Il en existe trois principaux sous Linux. Apache, Nginx, Nginx, et vous avez aussi Light HTTPD.
Ça, c'est l'autre autre serveur web, Nginx, Light, c'est les trois principaux, trois serveurs web principaux qui fonctionnent. Donc vous pouvez en avoir plusieurs simultanément, mais après des fois c'est pas toujours le plus simple pour la gestion. Mais c'est possible d'en avoir plusieurs simultanément, mais c'est au niveau de la gestion, ça peut compliquer les choses. Donc, si c'est possible, faut l'éviter. Oui. Donc là, moi, ce que j'ai plus l'habitude, c'est de mettre Apache, mais voilà, c'est pour vous dire que ce n'est pas que il y a pas que celui-là. Normalement, après, si vous cherchez des infos sur les autres, ils sont tous assez bien documentés de toute façon. Nginx, on s'en servira, mais pour un autre élément par la suite, au niveau du reverse proxy. On fera un essai dessus. Donc ensuite, bon là j'avais remis apt get. Le tiret get n'est pas nécessaire, on peut s'en passer, mais on peut le laisser. Le tiret y va nous permettre d'installer directement sans qu'il nous pose la question si on veut continuer. Ce qui est intéressant dans un script, parce que le but d'un script, c'est d'avoir un minimum d'interruptions. Et ensuite, Apache, bah ça c'est le module initial d'Apache pour l'installer. Et après, chaque site web, chaque serveur web qu'on va installer, va avoir des prérequis différents. Par exemple, les prérequis pour GLPI et les prérequis par exemple pour WordPress ne vont pas utiliser exactement les mêmes modules de PHP. Donc c'est pour ça qu'effectivement, si vous avez cherché, vous avez dû voir qui vous a mis toute une liste de modules PHP. Donc ça, PHP de base, c'est pour installer du coup la base du module PHP. Mais après, tout le reste, c'est des extensions supplémentaires qui permettent de lire des commandes PHP parce que du coup, GLPI, c'est un site web en réalité qui est créé en PHP. Donc il faut qu'il puisse interpréter les pages en PHP. C'est pas du simple HTML. Ça serait en HTML. Ça serait pour héberger un site HTML. Bah là, vous n'avez pas besoin d'installer tout ce qui est PHP et tout. Si c'est vraiment juste des pages basiques HTML, juste la page 2 suffit dans ce cas-là. Mais comme en général, les sites web et les sites de service sont des trucs plus complexes, c'est pour ça que c'est en général en PHP. Parce qu'il y a des bases de données, en fait. C'est ça. Mais même sans la base de données, c'est des pages quand même plus complexes qui ont des relations plus complexes entre eux. Donc juste du HTML classique, ça serait compliqué de le gérer. Et puis après, derrière, il y a la base de données en plus. Donc là, c'est tous les modules qu'on a besoin. Donc ça, bah, il suffit de faire une petite recherche sur Internet, on trouve les modules qui sont nécessaires. Donc on les met dans la liste. Donc là, quand on fait un install, on peut mettre plusieurs choses à la suite. On n'est pas obligé de faire un install par ligne. Hein. Comment on sait qu'il faut tous ces modules, ça? Bah là, tu fais une recherche, tu as fait une recherche install GLPI Linux. Normalement, il te dit les modules qu'il faut pour l'héberger. Ou tu tapes GLPI auto-hébergement et normalement, il va te donner les commandes qu'il faut ou au moins te dire les prérequis de PHP nécessaires. Après, de toute façon, même si tu n'as pas tout mis et que tu as au moins mis le PHP de base, comme on va le voir après quand on va faire l'install, GLPI, en fait, il va revérifier s'il a tous les prérequis, et là où il n'a pas les prérequis, il va te dire lequel est manquant. Donc dans ce cas-là, tu n'as plus qu'à faire un apt install de ceux qui sont manquants. Donc non, il sait te le dire. Mais il faut avoir au moins mis l'Apache et le PHP. Les deux, au moins ces deux-là de base. On aurait pu marquer
PHP, c'est... Oui, mais après, il aurait quand même fallu à un moment ou un autre les installer. Donc là, le but, c'était là, c'est un script qui est complet. Mais si effectivement vous aviez des doutes, vous pouviez faire ça. Et après, quand vous avez avancé un petit peu dans la configuration de GLPI, il vous aurait dit les éléments manquants. En général, au début, avant d'installer, il vérifie s'il a ce qu'il faut. Et s'il n'a pas ce qu'il faut, il vous dit ce qui pose problème. Donc après installation MariaDB, ah tiens, il y en a un qui avait sauté. Donc apt install MariaDB serveur et client. C'est surtout le serveur qui nous intéresse. Puisque le client en général, on va s'y accéder de l'extérieur, mais on peut mettre les deux. Donc là, pareil, si on voulait éviter cette ligne-là, on aurait pu mettre le MariaDB serveur et client à la ligne du dessus. Mais là, c'était pour faire un peu plus, pour séparer, que ça soit plus visible les éléments. Donc ensuite, sécurisation de la base de données. Donc ça, c'est des quelques questions. Là, par contre, là, du coup, il va y avoir quelques questions à répondre. Il y en a 5. On verra le détail exact, mais ce qui vont permettre de sécuriser un peu l'accès à la base de données en retirant des éléments qui sont par défaut et qui pourraient du coup être des vecteurs d'attaque pour les intrusions. Création database user. Quoi que je suis en train de me dire. Non, je crois que Maëlle, il me semble qu'elle m'avait dit qu'elle avait un truc. Si, ça y est, je me souviens maintenant. si, je crois que lundi, elle m'en avait parlé. Donc c'est pour ça qu'elle donc, ensuite, c'est la création de la base de données. Donc là, pour ceux qui étaient arrivés, du coup, Mathieu, toi, ça avait donné quoi la recherche de script tentative d'installation hier? Hein? Ah, d'accord. Mais de ce que tu avais essayé de chercher un peu, au moins, même sans le faire. Oui. Parce que du coup, effectivement, vous avez sûrement trouvé la création de base de données, par exemple, Stéphane, du coup, toi, est-ce que comment de créer la base de données et tout? Est-ce que du coup, il t'avait posé des questions, il était rentré dans SQL, il t'avait demandé de coller des commandes ou pas? Oui. Oui. Parce que ça, du coup, c'est effectivement un problème de syntaxe. Et c'est ça qu'on va voir. Il y a une syntaxe qui permet de faire de remplir automatiquement les commandes sans avoir besoin de les recopier-coller à la main. Et donc justement, c'est là qu'on arrive. Donc là, sudo mysql-u. En fait, le "-u", c'est pour dire avec quel utilisateur on veut se connecter à au serveur de base de données. Donc, en l'occurrence ici, on le fait avec root. Mais si après, par la suite, on a d'autres utilisateurs sur une base de données, la commande c'est la même. C'est juste qu'on met l'utilisateur en question. Et "-p", ça veut dire qu'on va utiliser un mot de passe. Donc là, effectivement, il va vous demander le mot de passe pour quand même pour rentrer dans la base de données. Donc là, vous aurez une autre petite question juste après. Ensuite, le "-e", justement, c'est ce qui va être, ça va être écrire en fait. C'est-à-dire, il va écrire tous les éléments qui sont derrière, entre les guillemets. C'est ça qui permet le "-e" de mettre automatiquement les différentes commandes de la base de données sans qu'il vous demande de les copier-coller à la main. Ah. Le U, c'est pour choisir l'utilisateur, le user. Le P, c'est mot de passe, password. Le E, c'est uniquement plutôt à l'intérieur d'un script que tu vas l'utiliser, pas à l'extérieur. Ça va permettre, tu vois, là j'ai des guillemets. Je veux dire, c'est pour quel mot en anglais, quoi? Le E, c'est pas white.
Alors, attends, je vais te dire ça. MySQL-help. Ah oui, je les ai pas là, mais par contre, je leur fais des caractères supplémentaires moi, quand j'ai copié dans le bloc-notes. Oui, il a pas aimé dans le code de bloc-notes, il aime pas les cotes et les guillemets, hein. Faut les remettre du coup correctement. Euh, bon, bah, je te le dirai tout à l'heure quand on aura lancé le script parce que j'ai pas MySQL. Normalement avec le help, je te dirais, mais du coup ça correspond en fait à écrire les commandes. Effectivement, le mot en anglais là comme ça, euh, c'est pas append. Bon, on va regarder après, effectivement, par curiosité. Ça, il y a forcément une signification qui est peut-être logique ou pas du tout. On vérifiera une fois qu'on aura lancé le script. Donc du coup, après, il y a une commande. Enfin, il y a trois commandes réellement sous SQL. La première, c'est celle-ci. Create database GLPI, point virgule. Faut pas oublier le point virgule parce que le point virgule, c'est ce qui vous permet de finir une commande en SQL. Donc, create database GLPI, tout simplement pour créer la base de données. GLPI étant le nom qu'on donne à la base de données. Donc, après, en SQL, on vous demandera pas des trucs énormes. Ça va être un peu ces genres de commandes ou d'arriver à les comprendre à quoi elles servent si elles sont dans un script, quoi. On va pas vous demander des trucs, bon, je vous mettrai un fichier avec quelques autres commandes de base de données, mais on va pas aller très loin là-dedans. C'est pas le but de la formation. Base de données, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Je sais pas du coup sur les autocoms et tout, c'était du SQL ou c'était géré comment les utilisateurs, les différentes. Ah non, non, C'était un logiciel directement. ouais. Ouais. C'était une console qu'on appelait Nickel. Hmm, C'était tout comme ça. d'accord. Et je me connectais avec l'adresse email. Ouais, donc ça se trouve en fait derrière il y a peut-être du SQL, mais c'est pas toi qui faisais les commandes SQL, quoi. C'est lui qui gérait les Donc, il y scripts. avait une console centralisée pour tout ce qui était action, Hmm, utilisateur. ouais. Mais autrement, je me connectais directement à l'autocom distant Hmm, via cette appli pour tout ce qui était sauvegarde et compagnie. et la configuration. Sur l'autocom. Oui, donc là c'est la configuration pure. Voilà. Mais je pense que quand il y avait les utilisateurs et tout, je pense que ça allait forcément une base de données qui était à mon avis en SQL parce Ah que c'est le plus bah, courant. on utilisait des GR. Des Et, oui, on utilisait des GR. G On en avait 13 partout en France. GA tu dis? Ouais, des GR. Moi, D'accord. j'étais sur le 13. Hmm, Qui était à côté de Lyon, à la Mulatière. d'accord, bah vous. Après ça c'est sûrement des sauvegardes, des trucs de sauvegarde et tout pour justement distant pour protéger les données en cas de problème avec les autocoms. Ouais, parce qu'au début, les premières années, j'avais une unité fixe, Hmm, pardon, chef, qui était autorisée à passer les passerelles pour aller sur différents autocoms. ouais. Et ça ne leur plaisait pas du tout. Et donc, après, il a fallu qu'on passe par cette console pour outrepasser les passerelles Hmm. et se connecter avec les bons autocoms. Ouais, parce que du coup, s'ils avaient besoin de changer de fournisseur et tout, l'IP pouvait changer, donc au moins en passant par là, ça Oh, réadaptait automatiquement. fournisseur, non, mais c'est trop Ouais, mais bon, après, du coup, oui, ça devait plus être logique. Mais bon, après, il fallait que les autocoms soient quand même de toute façon sur une adresse IE fixe, Ah oui, certainement. de toute Mais façon. voilà, nous, nos réseaux, on n'était pas autorisés à sortir des passerelles. Hmm, Il n'y avait que nous deux pour pouvoir se connecter aux autocoms. ouais. Et ça a tellement énervé qu'au bout d'un moment, on trouvait d'autres solutions. Ah oui, s'il y a que deux personnes pour gérer, il suffit qu'à un moment, il y ait les deux qui soient pas là à la fois. Voilà, voilà. Ah bah même, bah, c'est pour ça que mon mot de passe était toujours tout mon Oui. clavier, n'importe qui pouvait se Hmm, connecter,
Je sais pas, ce qui est niveau sécuritaire n'est pas forcément. Ouais, mais bon, c'était un local sécurisé Oui. par carte d'accès. Mais je veux dire, après, bon, il fallait pas qu'il y ait un intérimaire, quoi. Ah non, non. C'est peut-être Donc voilà, là, créer database, c'est la première commande. La deuxième, c'est du coup de donner les privilèges sur toutes les tables de la base de données GLPI. Donc c'est-à-dire GLPI, c'est la base de données. Le point étoile, c'est les tables de la base de données. Donc là, parce qu'on pourrait donner à un utilisateur que l'accès à certaines tables d'une base de données, pas forcément à toute la base de données. Et surtout, si on fait grand all privilège, ça veut dire qu'il a droit de tout faire. Donc après, pareil, on peut atténuer le niveau en fonction des échelons, pour dire la personne peut faire que ajouter, supprimer des données, mais pas rajouter des tables ou des choses comme ça. Mais là, c'est pour l'utilisateur qui va gérer le GLPI, donc lui, on lui donne tout. En fait, le root, là, le root, lui, c'est juste pour pouvoir faire la configuration de la base de données. Après, celui qui va gérer la base de données de GLPI, ça sera pas le root, ça sera l'utilisateur GLPI qu'on va donner et qui est ici. Le tout, c'est pour dire à qui on veut donner les accès à la base de données. En l'occurrence, il s'agit de GLPI, user, n'importe quel nom. Oh, non, il y a que l'utilisateur qui s'appelle GLPI user de la base de données qui a accès à tout. C'est pas les autres utilisateurs qu'on créera dans GLPI, eux, ça sera des utilisateurs de GLPI. Ça sera pas des utilisateurs de la base de données GLPI. Bon, tu peux mettre ton nom, après c'est à adapter. Mais le principe c'est ça. Et donc si l'utilisateur n'existe pas dans la base de données, il va le créer automatiquement. Parce que pour l'instant, on n'avait pas créé l'utilisateur GLPI user. Mais comme il va vérifier si l'utilisateur existe, il va voir qu'il n'existe pas, du coup il va le créer. Il le génère automatiquement. Tu peux faire une commande aussi qui va te permettre de créer create user GLPI at localhost et tout, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Mais tu peux aussi. Hein. Il y a une raison pour les majuscules ou c'est en général les commandes sont en majuscules mais je crois que tu peux les taper quand même en minuscules. Mais des fois il y en a qui t'as des bases de données, enfin des trucs où des fois tu es obligé de taper en majuscules quand même. Donc GLPI arrobase, c'est pour préciser à quel endroit, ça va te permettre de préciser à quel endroit, sur quelle base de données se trouve l'utilisateur. Ici c'est localhost parce que le GLPI va être sur le même poste que la base de données. Mais vous pourriez très bien avoir un serveur de base de données à un endroit et le serveur web qui stocke les différents sites web à un autre endroit. Donc dans ce cas-là, on préciserait une adresse IP ou un nom d'hôte qui correspond à l'adresse du serveur de base de données. Mais ici, comme en général on va le faire sur le même, on va laisser localhost. Mais si toi par la suite tu veux tenter d'avoir un Linux pour les serveurs web, un Linux pour la base de données, et bah du coup il faudrait adapter cette commande là en mettant l'adresse de ton Linux base de données. C'est ça que ça signifie. De lui dire à quel endroit il va trouver l'utilisateur. Et donc, Identified by GLPI, ça en fait c'est pour préciser le mot de passe de l'utilisateur qu'on vient de créer. Parce que l'utilisateur, quand on le crée, il a besoin d'avoir un mot de passe pour pouvoir... Enfin, si, normalement tu peux le faire tu peux le faire aussi sans mot de passe, mais bon, c'est pas forcément très sécurisé de le faire. Et donc du coup, ça nous fait 3 commandes dans la base de données à faire. Et du coup, le -e avec le double guillemet
permettent du coup d'écrire automatiquement ces trois lignes-là, sans avoir besoin de les faire un copier-coller de chaque ligne au milieu de l'installation du script. Mais ça, effectivement, c'est un petit truc spécifique. Donc, soit effectivement, vous tombiez sur un script qu'il avait déjà, ou soit vous tombiez pas sur un script qu'il avait. Donc, mais c'est pratique à savoir, parce qu'au moins, ça permet vraiment d'automatiser au maximum les choses. C'est juste que là, on n'est pas totalement automatisé, puisqu'on a la sécurisation de la base de données qui nous pose des questions. Et ensuite, du coup, l'installation elle-même de GLPI. Donc là, le wget, en fait, c'est une commande qui va permettre de faire du téléchargement. De télécharger un fichier ou une URL vers un endroit, enfin, à l'endroit où on est. Donc tout simplement, après, on colle le chemin de GLPI. Et là, du coup, ben, comme le script, ça faisait quelques temps que je l'avais fait, je remplace le 9 par 17 ici. Et ensuite, j'oublie pas de rechanger dans le nom du fichier par 17. Et le deuxième commande ici, je peux l'indiquer, décompression du fichier. Je le remonte un petit peu. Et donc ça, c'est la décompression du fichier. Et le moins Z de X, c'est pour les fichiers, V, c'est pour verbose. Le F, c'est... Non, le F, c'est les fichiers. Le V, c'est verbose. Le X, c'est extract. Et le Z, j'ai un doute parce que je crois que normalement tu peux le faire avec XVF normalement. Le Z, c'est une option supplémentaire. Le V, t'es pas forcément obligé de le faire. C'est juste que si tu mets pas le V, tu vas pas avoir tout l'affichage à l'écran des différents fichiers qui sont en train de s'extraire. Le V, c'est pour verbose, c'est pour avoir plus de détails sur quand une commande s'exécute. Et du coup, ben le Z, on va vérifier. Et ici, je repasse aussi à 17 pour que ça colle bien avec le nom du fichier. Parce que si du coup tu changes pas, bah, ton fichier il va pas l'extraire, il va te dire non, j'ai pas pu. C'est ça. Ou si t'as changé qu'à un seul endroit, bah il va même pas le télécharger. Donc là, bon, c'est parce que je le sais que c'est toujours la même structure. Si vous avez un doute, bah vous pouvez aller sur le site de GLPI, copier le lien et le coller pour être sûr. Donc ici après, on retrouve des commandes classiques. MV. Donc pour redéplacer le répertoire GLPI, parce que quand il l'a extrait, en fait, il crée un répertoire GLPI. Et on lui dit de le mettre dans le var 3W HTML. Parce que var 3W ou var 3W HTML, c'est l'emplacement par défaut où sont stockés les sites web. Ils peuvent être stockés ailleurs, mais par défaut, en général, c'est là qu'ils sont mis. Mais c'est pas obligatoire qu'ils soient là. On peut créer son propre répertoire ou stocker les sites web. À quel moment il a créé le répertoire GLPI? Au moment de la décompression. En fait, quand il décompresse dans un répertoire qui s'appelle GLPI. Et lui-même, il fait son dossier? Oui, parce que en fait, c'est dans l'archive directement que c'est organisé comme ça. Oui, directement dans l'archive, bah, il fait extraire ici, mais dans l'archive, il y a déjà un répertoire GLPI. Comme quand tu extrais un fichier zip, souvent il y a déjà un sous-répertoire et ensuite des sous-répertoires. Donc là, c'est pareil. C'est juste une extraction, il extrait ce qui est dedans. Et du coup, dans le script, on sait que normalement c'est GLPI le nom, donc on l'envoie. Et toutes les extractions se font dans
dans le dossier courant du script. Donc si ton script tu l'as installé, tu le lances à partir de ton fichier home, ça va se décompresser dans ton fichier, ça va se télécharger et se décompresser dans ton fichier home. Dans le dossier. Oui, dans le dossier courant. Si je suis dans le 10e dossier de la racine. Oui, il va se mettre à cet endroit-là. Donc après, effectivement, des fois, selon certains scripts, avant l'installation, on peut faire aussi un cd/tmp pour aller dans le répertoire temp et faire les téléchargements et l'extraction dans le répertoire temp. Ça se fait aussi régulièrement dans les scripts. Là, effectivement, je l'ai pas mis, mais on pourrait le faire. Hein? On pourrait le faire aussi. Après, ce qu'il y a, c'est que le fichier temp, faut aussi, du coup, redémarrer régulièrement son serveur pour le vider. Ou avoir créé une tâche cron qui vide automatiquement tous les certains temps. Parce que normalement, il se vide au redémarrage de la machine. Mais le serveur, normalement, n'est pas forcément censé être redémarré tous les jours, quoi. Et du coup, l'archive reste aussi. L'archive aussi va rester. Donc au moins, ça permet éventuellement, s'il y a eu un problème, de revoir le nom de l'archive pour voir s'il n'y a pas si quand il l'a téléchargé, il n'a pas fait un bug et il a mis un mauvais nom ou il a mis un caractère en plus. Il ne la déplace pas, l'archive. Non, il déplace que le répertoire. Donc ça. Ensuite, chown, parce qu'il faut changer le propriétaire, parce que par défaut, le propriétaire du 3W du var 3W HTML ou même du var 3W, il s'agit de l'utilisateur système 3W-data. Donc si on le met pas avec ça, c'est là que tu as pu avoir des problèmes, je pense. Je suis pas sûr que tu aies forcément passé sur cet utilisateur-là. Donc des fois, ou alors sinon, il faut que si on veut laisser un autre utilisateur, il faut que l'utilisateur qu'on veut utiliser soit dans le groupe 3W-data pour qu'il ait les autorisations, les mêmes autorisations que le 3W-data. Et en général, c'est plutôt on le passe en data parce qu'il a les bonnes autorisations qui vont bien. En fait, cette commande-là, elle fait quoi du coup? Cette commande-là, du coup, c'est le chown. Par défaut, quand là tu vas copier avec le sudo, le propriétaire et le groupe utilisateur, ça sera root et root. Puisque tu as utilisé la commande sudo pour faire le déplacement. Mais ce qu'il y a, c'est que le root et le root, il n'a pas forcément sur ce répertoire-là, sur le répertoire 3W HTML, il n'y a pas forcément toutes les autorisations de gérer en amont. Et puis de toute façon, normalement, du coup, tu exposes un peu certains éléments potentiellement avec le root à l'extérieur. Donc normalement, les sites web ne sont pas gérés par le root directement. C'est pour ça qu'il y a un utilisateur qui existe déjà dans le système, automatiquement, qui s'appelle 3W-data. Celui-là, normalement, il existe dans tous les systèmes de Linux. Et il est installé de base. Et ça, c'est du coup le propriétaire des différents fichiers de GLPI. Et ça, c'est les utilisateurs qui sont autorisés à gérer ces fichiers-là. Ça, c'est le groupe des utilisateurs qui peuvent gérer les fichiers de GLPI ou du site web que tu as décidé. Donc là, par exemple, c'est ce que je disais. Si tu veux pouvoir aussi mettre le propriétaire, tu le laisses à 3W-data. Mais si tu veux qu'après un autre utilisateur puisse avoir les mêmes droits d'accès au fichier que le 3W-data, il faut l'ajouter au groupe qui s'appelle 3W-data. C'est comme la gestion d'utilisateur, comme quand on avait mis l'utilisateur 1 et l'utilisateur 2 dans le groupe développeur, pour qu'ils aient les mêmes droits à chacun. Parce que du coup, c'est là que tu peux avoir des problèmes qu'a sûrement eu Stéphane. C'est que lui, normalement, il avait a priori pas fait cette commande-là. Et du coup, lui,
on lui refusait l'accès aux fichiers de GLPI parce qu'il n'avait pas les bonnes autorisations pour pouvoir les lancer et les exécuter. Donc c'est pour ça que par défaut, en général, quand tu mets un site web et tout, tu mets le 3W data comme utilisateur. C'est spécifique à GLPI. Non, c'est spécifique à Linux pour les sites web, par rapport à ce répertoire-là. C'est surtout par rapport à ce répertoire-là, le 3W data. C'est vraiment lui le propriétaire. Et on va voir d'ailleurs avec la commande d'après, le var de 3W HTML. Il a vraiment les droits très spécifiques sur ce répertoire-là. C'est pour ça qu'il faut le modifier, le propriétaire et tout, pour que ça colle bien. Sinon, après, tu risques d'avoir des problèmes d'accès si c'est pas fait. Donc, tu peux le faire, hein. Après, tu peux désactiver cette ligne-là dans le script, voir ce que ça donne, et après, tu relances cette ligne pour voir si ça a modifié quelque chose. C'est pour ça que du coup je vous l'explique maintenant. De toute façon on le reverra, mais effectivement le truc c'est à comprendre, c'est effectivement c'est la gestion des pas que des droits, mais surtout des propriétaires et des groupes. C'est un peu comme dans le répertoire dans Windows. C'est si du coup l'utilisateur n'est pas dans les droits NTFS, bah du coup il a pas les droits. Donc en fait, si vous copiez juste le fichier dans ce répertoire-là, on va dire qu'il a que le 3W data dans les utilisateurs, dans les droits. Donc du coup, bah un autre utilisateur ne peut pas l'utiliser. Mais le 3W data, ça correspond à quoi? 3W-data, c'est un utilisateur du système qui est créé automatiquement. C'est comme dans Windows, tu as par exemple l'utilisateur administrateur, tu as des groupes qui sont déjà pré-créés quand tu crées Windows. Là, c'est pareil. Quand tu crées Linux, tu as le groupe et l'utilisateur 3W-data qui a été créé automatiquement. C'est un groupe système, c'est un utilisateur système. Nous, on est sur route, on n'est pas sur... Oui. Mais justement, en fait, quand tu le copies en tant que root. Donc, lui, il va afficher root et root. Mais comment ça, on copie en tant que route? En sudo. Parce que t'as lancé quand t'as fait le, non, t'es logué avec ton utilisateur. Mais comme ici, t'as fait un sudo. Sudo, c'est comme si tu le lances en administrateur. Et en réalité, quand tu le lances en tant qu'administrateur, du coup, il va changer le propriétaire des fichiers. Là, pour résumer. Ici, quand tu vas faire l'extraction, les fichiers, ils vont être à ton nom. À Max et Max. En tant que propriétaire et utilisateur. Quand tu vas faire le MV, comme tu vas faire le sudo, lui, il va remplacer les droits Max et Max par root et root. Sauf que le root, lui, comme ce répertoire-là, 3W HTML est spécifique, le root, on va dire qu'il a, entre guillemets, il n'a pas les droits sur ce répertoire-là. Parce que c'est un peu spécifique, comme ça amène plus ou moins vers l'extérieur, potentiellement, il n'a pas tous les droits pour des raisons de sécurité. Donc ça fait que si à ce moment-là j'essaye d'accéder à GLPI, il va me dire que j'ai pas les droits. C'est a priori ce qui s'est passé pour Stéphane. Donc c'est pour ça que derrière, il faut rechanger les droits de root à data. De toute façon, de propriétaire à 3W data et le groupe 3W data aussi. De toute façon, le -R, c'est pour récursif. C'est-à-dire qu'il va appliquer ça à tous les fichiers et dossiers qui se trouvent dans GLPI. Parce que sinon, t'es pas rendu si tu dois le faire un par un. Parce que là, il y en a un paquet. Donc ça, le R, même si à la limite, vous avez qu'un répertoire, mettez-le quand même. Ça mange pas de pain. Mais là, c'est obligatoire. Parce que sinon, si vous mettez pas le R, il va donner à GLPI, effectivement, les droits de 3W, mais tous les autres fichiers seront toujours à root.
donc ça va pas nous améliorer énormément les choses. Parce que par défaut, du coup, les droits, ils sont à qui là? Parce que là, on les donne à Ouais. www.data, mais Ils sont à route sans route. parce que Mais tu as fait un sudo mv. Dès que tu fais un sudo, les droits qui vont être utilisés, c'est les droits du root. Parce que par défaut, le répertoire var 3w-html, t'as pas d'autorisation, toi, en tant que max de base, d'y accéder. Donc ça fait que si tu essayes de déplacer, il va te dire qu'il peut pas. De toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je vais faire un snapshot, on va lancer le script pour montrer que ça marche, et après, à la limite, si tu veux, on va redescendre les commandes une par une. Comme ça, ça va permettre de mieux voir. Ça te parlera mieux une fois que, quand on va redescendre les trucs ou qu'on va comparer les droits, je pense que ça va mieux te parler que juste de l'expliquer à l'oral. Donc ensuite, on change les droits pour qu'en fait, il y ait que, on voit qu'ici, il n'y a que l'utilisateur 3W-Data qui puisse écrire. Les autres utilisateurs n'ont pas le droit, même ceux qui sont dans le groupe. Par contre, ils peuvent lire les fichiers. Parce que si tu leur donnes pas l'autorisation de lecture, bah, pareil, tu auras des problèmes d'affichage. Et après, donc ici, on précise sur quel répertoire on l'applique. Donc là, on l'applique sur notre répertoire GLPI. Et ensuite, systemctl restart, c'est pour redémarrer le service Apache. C'est comme dans Windows si on redémarrait le service des mises à jour ou un autre service. C'est juste pour qu'ils prennent en fait la nouvelle configuration et qu'ils revérifient les fichiers qui sont dans le site. Et surtout, étant donné on venait juste de l'installer, il faut être sûr qu'il ait bien pris les bonnes configurations. Voilà. Et donc, c'est avec ça on va pouvoir installer en un seul coup. Et donc là, on voit qu'on a à peu près, effectivement, comme tu disais, une quinzaine de lignes. Et encore, c'est parce que là, il y a les explications entre chaque ligne et tout en plus. Mais effectivement, on peut encore l'améliorer un peu, effectivement, en déplaçant dans Temp, en faisant à partir du Temp, on peut faire du coup la copie et tout. Et avant de redémarrer la page, ou même après, on peut faire un rm /tmp voilà, on peut aussi rajouter ça pour supprimer ou même si on n'est pas passé par le temps, on met le chemin de l'emplacement pour, comme ça on peut compléter le script encore comme ça. C'est vrai, comme ça au moins l'archive elle est supprimée, ça prend pas de place. Voilà, après alors, si on veut en profiter, on peut même faire, si on s'était mis dans le fichier temp, on peut faire un rm temp étoile pour supprimer tout ce qui est dans le répertoire temp. Directement aussi, si on veut y être pendant qu'on y est, quoi. Bon, attends. Peut-être que des fois, il y a des choses qui peuvent être encore utiles. C'est ça. De toute façon, si après t'as pas le droit de les écrire, voilà. C'est pour dire que c'est une autre possibilité. Mais sinon, on met effectivement juste le fichier qu'on veut, et puis bah du coup, allez, on va le faire. Moi, quand je compare votre fichier, celui que j'avais là, Ouais. il me manquait les toutes dernières lignes, simplement. Le. C'est-à-dire que j'avais pas le sudo chmod -r755. Ouais. Ça, j'en ai pas. Et j'ai pas le sudo systemctl restart. D'accord. Donc C'est ça qui a péché. peut-être parce que du coup, si tu l'as pas restart, il a pas forcément bien relu sa config et donc repéré le fichier GLPI. Après, le chmod, c'est juste que t'aurais pu avoir plutôt des problèmes d'accès au fichier. Normalement, ils y étaient. Mais comme du coup, le Apache, tu l'as pas relancé, du coup, il a pas relu la configuration, et il n'a pas détecté le site, le site GLPI, en fait, pour activer les bons éléments. Mais du coup, si tu as repéré à peu près, si le script call,
à ce que j'ai mis Moi, normalement. en fait, il était sur plusieurs lignes, le database, create user. Oui, Ouais, parce que tu voilà, peux le j'ai faire. fait une place pour ça. Mais il était avec le tiret E ou pas? Euh, Attends, je vais venir. Oui, oui, j'ai tiré. Ouais, donc du coup, ça revient au même. Tiré U, route. Maintenant, on va devoir le mettre dans notre serveur. Donc, comme je disais, c'est pour ça qu'il faut se connecter en SSH pour pouvoir faire les copies. Donc ici, je suis connecté à mon serveur. Si on regarde, je suis bien dans mon serveur principal, dans mon répertoire principal. Je vais faire un nano glpi.sh. Enfin, après, vous pouvez adapter le nom comme vous le souhaitez. Mais bon, comme là, il s'agit de glpi. Ensuite, à partir du Windows, on va tout sélectionner. On va copier. Le .sh, c'est pour pouvoir que l'autocomplétion fonctionne avec la deuxième façon de lancer les scripts. Mais en réalité, tu peux lancer un script même s'il n'a pas le .sh. Le .sh, c'est pour shell, en fait. C'est pour .shell. Comme sous Windows, tu as .bat pour batch, en fait. Donc c'est juste une extension. Mais même si tu n'as pas d'extension, c'est pas obligatoire. Par contre, ça va poser des problèmes pour l'autocomplétion dans certains cas. Donc une fois qu'on a copié, on va sur le nano, on fait un clic droit. Copier. On fait un clic droit. Voilà. C'est juste Windows qui n'avait pas voulu copier. Directement dans. Mais là, juste qu'il faut justement essayer, on va retrouver peut-être tout à l'heure, en regardant début d'après-midi, il y a une commande pour installer les tools en ligne de commande dans un Ubuntu. Donc peut-être que c'est juste qu'il n'a pas installé les tools. Peut-être. J'avoue que j'ai pas réessayé. Par habitude, j'ai tellement l'habitude de me mettre sur le SSH que. Mais du coup, on va essayer quand même. Comme ça, au moins, on sera fixé. Voilà. Et ensuite, ben, on enregistre notre fichier, comme n'importe quel fichier texte. CTRL X, Y parce qu'on veut sauvegarder. Et ensuite, entrée pour valider le nom. Voilà. Donc maintenant, ce que je vous avais dit, c'est qu'il y avait deux possibilités de lancer. Je crois que du coup, comme j'avais été un peu vite, je crois que je vous en avais montré qu'une seule. Je crois que je vous avais montré qu'avec le chmod. Ok. Donc, première possibilité, chmod. Bon, soit on met R777 parce que de toute façon le fichier il est juste à l'intérieur, c'est pas grave. glpi.sh. Sinon, je crois que juste un chmod plus X normalement suffit pour donner l'exécution au propriétaire. Si on fait un ls-l, voilà, c'est ça. Bon non, il l'a mis partout du coup, plus X. Voilà, ça c'est la première possibilité. Et après, on tape le nom du fichier pour le lancer. La deuxième possibilité qui évite de faire ça, c'est sh glpi.sh. Parce que du coup, on lui dit on va lancer un élément shell. Donc il sait que il va devoir il va lire en fait le contenu en tant que commande shell au lieu de l'exécuter exactement le fichier lui-même. Il va exécuter les commandes qui sont à l'intérieur du fichier. Donc c'est une petite dérivation, mais ça évite d'avoir à donner le plus X à chaque fois qu'on crée un script. Les deux fonctionnent. Après, c'est vous qui voyez la façon dont vous préférez. Moi, personnellement, j'ai plutôt de l'habitude de lancer avec le SH. Mais vous, si vous donnez le chmod plus X et que vous exécutez après le fichier exécutable, ça marche aussi. Je vous dis, je suis pas bloqué sur une façon. En général, plusieurs façons de faire. Donc, prenez celle où vous êtes la plus confortable. Une troisième mission, c'est le point slash et en fait, normalement, si tu fais glpi.sh tout court,
Normalement, il le lance pas. Parce qu'il le prend une commande. Faut mettre le point slash. Là, ça va marcher. On va le faire, hein, d'ailleurs. Ah bah, je viens juste de recevoir ton message, Ryan. Bah, alors, c'est pour un problème, là. Hein? Et tu l'as envoyé à quelle heure? Il y a longtemps, franchement. Bon, bah, peut-être WhatsApp qui a un problème. Voilà. Donc là, effectivement, si je fais ./glpi.sh, il va me demander mon mot de passe, parce que comme du coup, il y a des commandes sudo, il demande. Ah, par contre, j'ai oublié de remettre mon fichier liste. Il va bugger. Comme c'est le fichier liste où j'avais modifié mes trucs. Ah non, c'est bon, c'est passé quand même. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que, si vous vous souvenez, l'autre fois, sudo nano slash etc apt source.d. Vous vous souvenez que j'étais passé sur Plucky. Sauf que quand j'ai fait la mise à jour, il avait pas aimé. Parce que j'avais essayé d'upgrader directement une mise à jour, un truc qui est même pas encore sorti. Donc du coup, il faut juste que je rectifie le bon nom de code. Parce qu'en fait, du coup, là, il n'a pas installé le Apache parce qu'il l'a pas trouvé, parce que les fichiers ne sont pas bons. Donc, voilà. Au moins, je le rectifie. J'avais oublié ce petit détail. Et puis d'ailleurs, je vais refaire un petit snapshot. Comme ça sera fait. Super. Là, en fait, il a pas fini parce qu'en fait, si tu le fais à chaud, il sauvegarde la RAM. C'est pour ça que c'est plus long. Mais bon, là, je peux continuer quand même. En fait, il fait quand même le snapshot de base. C'est juste que si t'attends pas la fin et que tu snapshot, tu peux avoir un petit problème avec la RAM, mais en général, ça pose pas de problème. Mais non, c'est parce que si tu le fais à chaud, c'est pour ça. Ouais, mais c'est parce que du coup, le snapshot, il snapshot aussi la RAM. Donc forcément, ce qui est pas illogique, puisque si tu as des logiciels en RAM et tout, du coup, faut bien qu'il restaure tous les trucs. Mais effectivement, si tu le fais par contre à froid, il sauvegarde pas la RAM, donc c'est instant. Donc c'est pas normal que ça ait été un peu long pour le faire. Même moi là, il a pas fini, hein, il est à 20%. Ça m'empêche pas de continuer quand même. Donc du coup, on va le relancer. Normalement là, avec les bonnes sources, ça va mieux marcher. Voilà, et du coup, je mets des sources avec d'un truc qui est dans le futur, donc il y a des trucs qui peuvent bugger un peu. Oui. Du coup, on a fait une petite modification et on n'a pas modifié le script jusqu'au bout. Donc là, je retourne dans mon script. Parce que ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est qu'on a été dans le fichier temp. Mais du coup, pourquoi il n'a pas réussi à le trouver dans le temp, le fichier? Parce que si on regarde le log, il a dit qu'il n'a pas trouvé l'installation. Bon, on va reprendre plus tranquillement, parce que si ça se trouve, il a remémorisé des trucs qui vont pas. Du coup, on va revenir à snapshot, le tout premier. Comme ça, c'est vraiment celui de base. Et on commence. Du coup, il suffit qu'il avait bugué un truc. Donc, je me reconnecte à mon SSH.
et je vais recommencer à mettre mon script. Donc nano glpi.sh. Voilà. Donc yes. Et là, ce coup-là, je vais le lancer avec l'autre méthode. Donc, à la limite, je vais mettre un sudo directement comme ça. On est sûr qu'il n'y ait pas de problème. Sudo sh glpi.sh. Ça, c'est l'autre façon du coup de lancer sans avoir besoin de donner le plus X au fichier shell. Donc, je mets mon mot de passe. Donc là, est-ce qu'il va bien vouloir... Voilà, là j'ai l'impression qu'il fait bien l'upgrade. Tout à l'heure, il le faisait pas. Hein. On n'avait pas vu toutes ces lignes là passer. Donc voilà. Là, du coup, il me demande le mot de passe pour rentrer dans le qui va servir actuellement, le mot de passe qui est du route actuel. Parce que là, on est dans les questions qui vont permettre de sécuriser la base de données. Donc pour ça, il faut déjà lui mettre le mot de passe route pour vérifier qu'on ait bien les accès. Par défaut, quand on installe MariaDB, il n'y a pas de mot de passe pour le route. Donc là, on peut faire entrer directement. Là, il me demande si on veut passer par un socket, mais ça permet de renforcer l'authentification dans certains cas. Mais là, il vous dit que, étant donné que le root est déjà protégé, on n'est pas obligé de le faire. Mais si vous le faites, ça change pas grand chose. Donc là, que vous faites yes ou no, peu d'importance. Là, il nous demande est-ce qu'on veut changer le mot de passe du root. Donc soit effectivement, on laisse le mot de passe root vide. Donc ce qui protège aussi que la connexion à distance, parce que comme il n'y a pas de mot de passe à distance, il ne pourra pas se connecter. Donc ici, on va mettre non. Comme ça, on va rester le mot de passe vide. Mais vous pouvez mettre yes, mettre votre mot de passe. C'est juste qu'il ne faudra pas l'oublier. Il ne faudra pas oublier votre mot de passe route pour la base de données. Donc ici, il demande si on veut retirer les utilisateurs anonymes. Parce qu'il y a au moins un utilisateur anonyme qui est créé dans le serveur de base de données. Donc il demande si on veut le retirer. Là, c'est conseillé de le faire. Parce que du coup, ceux qui tentent de hacker des choses, ils savent que cet utilisateur-là existe. Donc potentiellement, ils peuvent utiliser des failles de cet utilisateur-là. Donc là, il demande est-ce qu'on veut désactiver la connexion à distance du root. Donc c'est-à-dire que si on a, à partir d'un autre PC, on essaie d'accéder au root de la base de données, ben on ne pourra pas. Donc là, on fait yes. Ça renforce bien la sécurité par contre, ça. Et pareil, là, il y a une base de données test qui est automatiquement installée dans MariaDB. Donc il demande si on veut la retirer. Donc oui, on la retire, pareil. Autant limiter les trucs connus pour limiter les risques d'attaque. Et du coup, là, la commande d'avant, là, ça retirait SSH. Non, ça, tu pourras te connecter en SSH et après, une fois en SSH, c'est comme si tu étais en local. Donc là, du coup, tu pourras te connecter aux routes de la base de données. Mais par exemple, tu as des programmes comme PHP MyAdmin qui permet en fait de gérer la base de données via un site web. Si tu te connectes de ton PC au PHP MyAdmin, pour lui, il va considérer que tu es à distance. Donc du coup, là, si tu as désactivé le root du login à distance, tu ne pourras pas utiliser l'utilisateur root pour te connecter. Par contre, tu pourras utiliser les autres utilisateurs. Si tu as créé un autre utilisateur le GLP user qui a les droits sur la base de données GLPI, lui, par défaut, il aura droit de se connecter à partir de gestion distance. Mais le root, étant donné que c'est connu comme nom d'utilisateur, du coup, c'est testé automatiquement par les tentatives d'attaque.
Alors que GLPI user, c'est pas un utilisateur qui est forcément dans toutes les bases de données. Donc du coup, c'est un peu moins grave. Mais pareil, après, par la suite, tu peux décider que l'utilisateur GLPI user puisse pas se loguer à partir de l'extérieur aussi. Mais par défaut, pour renforcer la sécurité, c'est de désactiver le root. Comme le root, par exemple, on le désactive pour la connexion via le SSH. Par défaut. Quand tu es en SSH, si tu essaies de te connecter en root, en tant que root, même si tu connais le mot de passe, il va te refuser. Parce que c'est des questions de sécurité, parce que comme c'est des comptes connus, bah du coup, si le compte est connu, et bah du coup, ça fait des vecteurs d'attaque potentiels. Donc pareil, là, en réalité, ce questionnaire-là, si on voulait, on pourrait le retirer du script. Mais c'est quand même mieux de le lancer au moins une fois parce que ça permet de retirer des risques potentiels d'attaque. Et pour enlever les utilisateurs, en fait, c'est pas dans le script, en fait. Si c'est pas dans le script, ça va être au niveau de du serveur MariaDB. Normalement, il y a un fichier conf normalement, je crois, dedans. On ira voir. Je l'ai plus en tête exactement celui-là, mais il y a moyen de désactiver les accès aussi à distance pour les autres. Comme par exemple pour le SSH, on peut dire qu'il n'y a que certains utilisateurs qui peuvent se connecter dessus. Donc là, on retire l'accès à la base de données. Et là, il demande si on veut reload les privilèges. Donc on fait yes. Comme ça, c'est déjà pris en compte. C'est l'équivalent du flush privilège. Donc là, il demande le mot de passe pour se rentrer dans la base de données avec l'utilisateur root, puisque c'est dans la commande on avait mis -u-root, -u root. Donc là, on n'a toujours pas mis de mot de passe, donc on fait entrer. Ah, apparemment, il y a un truc qui ne l'a pas plu dans la base de données. Est-ce que je peux remonter assez loin? Là, vous voyez, tout ça, c'est tous les fichiers de GLPI. Donc si vous ne mettiez pas le -r, il faudrait faire chaque fichier. Non. Chaque fichier ou chaque dossier? Parce qu'en fait, le -r, c'est pour le. -r, c'est il va faire tous les dossiers et fichiers. Ah, les sous-dossiers, quoi. Oui, tous les sous-dossiers, tous les fichiers à l'intérieur du sous-dossier. Mais je veux dire, si tu mets pas le R, faut que tu fasses ça à chaque. Et tous les fichiers au même niveau, dans le même dossier. Là, il n'y a pas besoin du R, quoi. Non, le R, c'est si tu mets pas le R et que tu l'appliques à GLPI, c'est juste le dossier GLPI, le premier répertoire. Les autres dossiers qui sont derrière et les sous-dossiers vont rester avec le même propriétaire. Pourquoi il veut pas m'installer mon Apache 2? Il a changé de nom. Il a changé de nom. Bah du coup on va le faire à la main. On va vérifier qu'est-ce qui va pas dans le script du coup. Du coup ben normalement l'update il se fait sans problème. L'upgrade il n'y a pas de souci. Et maintenant du coup pourquoi C'est quoi le 2 non mis à jour? c'est parce que du coup là il dit qu'il y a des trucs de Python qui ont été modifiés parce qu'il y a une phasing, c'est-à-dire qu'il y a une phase un peu d'attente et tout, il les a plus ou moins mis en attente, c'est pour ça qu'il a pas pu les mettre à jour. Parce qu'il a peut-être dans ses fichiers, il y a peut-être un truc qui lui dit qu'il y a il y a des nouvelles versions qui sont en train d'arriver, donc il risque en gros peut-être de faire un conflit. Donc c'est pour ça qu'il les met pas à jour. Même s'il a vu qu'il y avait une différence. Maintenant, c'est pourquoi il n'installe pas l'Apache. Alors,
Le paquet PHP n'est pas installé. Oui, mais justement, on demande de l'installer. Moi, j'avais eu ça aussi, la construction de l'arbre, la dépendance. Hmm. Ouais. Ouais. J'avais pas Alors, ça démarrait. alors, Noté. sudo apt install, on va juste mettre à page 2 déjà, pour commencer. Dans ce cas-là, on va voir lequel nous pose problème. Donc là, du coup, juste à page 2, ça marche. Et maintenant, c'est un truc avec PHP qu'il n'a pas, il n'a pas aimé. Donc, si je fais sudo apt install PHP, juste PHP, là, il veut. Donc c'est pour ça qu'après les scripts c'est bien de les avoir, mais des fois il faut les revérifier quand même pour être sûr qu'il n'y a pas un truc, parce que là visiblement et si maintenant je reprends la même commande, logiquement à page 2 il va me dire qu'il est déjà installé, PHP va me dire qu'il est installé, et logiquement il devrait installer les autres. Donc on va voir. Donc là a priori il l'a bien pris. Alors ça veut dire que maintenant il faut installer PHP avant d'installer les extensions. À tester, il faudrait que vous lanciez pour prendre le script tout à l'heure, vous essayez de le lancer pour voir si vous avez les mêmes erreurs, si c'est ma version qui a bugué ou si effectivement ils ont changé et qu'il faut installer d'abord la base de PHP avant d'installer toutes les extensions. Donc dans ce cas-là, il faut modifier légèrement le script pour pouvoir mettre une deuxième ligne d'installation pour les extensions. Donc là, normalement, on l'a. Le script PHP, il était tout de suite au début. Dans le installé à page 2. Oui, mais quand j'ai lancé la commande, PHP, il l'avait mis à part. Et il avait dit que comme PHP n'était pas installé, il pouvait pas en gros installer les autres. Et donc je sais pas, PHP en premier avant Apache. peut-être même avant Apache, peu importe. Mais du coup, au moins avant les extensions, quoi. Là, c'est bien. Ouais. Donc bah là, ça normalement la base de données, donc il avait dit un problème au niveau de la base de données. Donc on va recopier juste la base de données. La sécurisation, lui, il l'a déjà fait. Il nous a déjà posé les questions, donc ça c'est bon. On n'a pas besoin d'y repasser. Donc là c'est bon. Ah, du coup l'erreur avait peut-être dû être dû au fait que ça existait déjà la première fois qu'on avait lancé un truc, il avait déjà créé la base de données et l'utilisateur. Donc c'est pour ça qu'il avait dû un peu râler, parce que ça existait déjà. Donc là il a bien créé la base de données, il n'a pas eu d'informations par rapport à l'utilisateur GLPI. Donc normalement on est bon. Bon, normalement, je pense qu'on est bon sur l'autre, mais on va le refaire à la main. C'est des temps pour aller dans le fichier temps. Donc, on retrouve bien notre répertoire GLPI. Et là, justement, si on fait ls-l, le répertoire GLPI, tu vois, là, il l'a décompressé en tant que serveur-serveur. C'est-à-dire en tant que ton utilisateur courant. Mais par contre, si je fais un cd cd/var 3w html ls-l, là j'ai mon GLPI qui m'a pas déplacé, donc comme ça on va le refaire à la main, on va bien voir. Donc du coup là on va le reprendre. Donc je vais me remettre dans cd tmp. Là je lance le sudo. Donc là il me l'a téléchargé.
Si je fais un ls, l'archive elle est en rouge, elle est faite. Maintenant on va la décompresser. Donc on voit tous les fichiers parce qu'on a mis en verbose. Si j'enlève le V, on voit rien. Il travaille mais on voit pas le détail. Alors sinon si on fait tar -help, est-ce qu'on retrouve le Z? Le Z c'est pour dire qu'il passe par gzip, gunzip pour le faire. C'est juste dans sa méthode de décompression en fait. Du coup. Et le X c'est bien pour extract. Normalement, théoriquement XF suffit. En général, on est fait pour voir le détail. Mais en théorie, XF suffit. Et après, bah, là, ils ont décidé de passer par en tant que zip derrière. Bon. Voilà. Donc là, on l'a extrait. Donc on voit qu'il est bien là. Ensuite, le zip il est installé par défaut. le tar est installé. Si tu veux vraiment le zip en lui-même, normalement, je crois qu'il n'est pas installé de base. C'est ça. Parce que après, c'est le tar, lui, il prend pas en compte les fichiers zip direct. Donc des fois, il faut installer le zip qui lui est pas installé de base. Mais normalement, en général, sur Internet, quand tu trouves des fichiers pour Linux, en général, c'est en tar. Tar gz. Là, le fait de rajouter le Z, ça ne peut pas faire une erreur si le zip n'est pas installé. Non, parce que c'est lui, c'est un autre truc, parce que c'est un zip. Non, mais lui, c'est dans sa configuration et qui connaît, qui doit le gérer d'une certaine façon. Donc voilà, ici on en était à la commande. Donc là, on va demander de le déplacer parce qu'on avait bien vu qu'on avait un répertoire qui s'appelait GLPI qui avait été créé. Donc maintenant, cd /var 3w html ls-l. On voit que du coup, pour l'instant, il l'a déplacé quand même. Il est toujours en serveur-serveur. Là, du coup, il l'a pas repassé par le route avant. Donc, il l'a déplacé en tant que serveur. Mais là, logiquement, normalement, on a tous les éléments pour accéder. Donc maintenant, je vais aller essayer d'accéder. On va voir ce qu'il nous dit. S'il nous refuse l'accès. Logiquement, il devrait nous refuser l'accès. Alors, IPA, donc 50.254. Donc là, du coup, je vais sur une page internet et je tape l'adresse du serveur GLPI. J'ai oublié le /GLPI. Donc déjà, on sait que le serveur web fonctionne. Là, il a 2D, mais on risque d'avoir... potentiellement, on pourrait avoir un problème si on va essayer de continuer comme ça, mais logiquement, on devrait avoir des problèmes d'accès. On va essayer, à moins qu'il y ait encore eu des changements. Donc là, je vais essayer de lancer l'installation. Je fais français. J'accepte la licence, hein, bien sûr, il faut avoir lu tout ça, hein, comme d'habitude, hein, à la vitesse de l'éclair. Bon, on n'est pas obligé de descendre en bas, mais voilà. Donc, ici, je dis que je veux installer GLPI, on le reprendra après. Voilà, regarde. Accès écriture, refusé sur la configuration. Parce qu'on n'a pas les bons accès, parce qu'on n'est pas en 3W data, comme utilisateur. Parce qu'on est en tant que serveur,
Et là, quand il essaye de faire des écritures de fichiers, il n'a pas les autorisations. Parce que si on reprend le ls-l, on voit que quand on le lance, nous, effectivement, on a bien l'autorisation lecture-écriture. Ah, pourquoi je ne peux pas le descendre? J'essaie de te le descendre un peu, que tu vois mieux, de le remonter. Voilà. Ici, on voit que les trois premiers, on a bien en tant que serveur l'écriture dessus. Mais quand on y accède de l'extérieur, on n'y accède pas en tant que 3W. On n'y accède pas en tant que serveur, on y accède en tant que 3W data sur ce répertoire-là. Et on voit que les autres répertoires n'ont pas l'écriture. Donc théoriquement, on pourrait aussi donner l'écriture à tout le monde. Mais potentiellement, il y a un petit risque de sécurité à faire ça. Parce que du coup, tout le monde pourrait accéder à tous les répertoires, à tous les sous-répertoires, récupérer ta base de données potentielle du site, si elle est stockée en local dans le site. Donc c'est pas, ça peut être risqué. Donc c'est pour ça qu'en général, on fait passer en 3W data le serveur et enfin l'utilisateur, le propriétaire et le groupe utilisateur. Sinon, il faudrait au moins mettre 3W data, mais même je suis pas sûr qu'il voudrait. Donc c'est pour ça qu'on utilise l'autre commande, la chmod. Bon, je crois que mon CTRL-C ne marche pas. Pour changer du coup les droits. On peut les vérifier. Là, elle est bien passée en 3W. On peut refaire un essai. Il est là. Voilà. Là, il a pu passer parce qu'il a bien les bonnes autorisations. Donc là, par exemple, tu vois, il te dit que curl, l'extension curl n'est pas installée. Par contre, c'est bizarre, celle-ci, INTL, était dans ma liste, non? PHP INTL, PHP curl. Ouais, il y a des trucs qu'il n'a pas. Donc bon, on en régénérera un fichier propre après. Donc ici, après, là, il y a du rouge. C'est au niveau de la sécurité, c'est de... Normalement, il dit de déplacer certains fichiers. Enfin, certaines autorisations pour les accès. Donc ça, c'est des fichiers PHP à modifier. Bon, on reviendra un peu plus en détail par la suite. Ça n'empêchera pas l'utilisation en elle-même pour du test. C'est si par contre tu fais un truc qui doit être fonctionner avec beaucoup d'utilisateurs et tout, qu'il est conseillé de faire ces différentes méthodes. Mais pour l'installation, c'est pas ça qui va bloquer. Par contre, vous voyez que ici il y a marqué réessayer. Parce que pour lui, il lui manque deux extensions essentielles. Le PHP curl et le PHP INTL. Donc du coup, on va les rajouter. Je sais pas pourquoi il les a pas pris. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. En général, la plupart des sites web comme ça, avant de commencer l'installation, il va te faire un listing. Il va vérifier s'il a tout. Et s'il n'a pas tout, il va te dire qu'est-ce qu'il n'a pas pour que tu puisses l'installer. Donc ici, c'est des extensions PHP. Donc l'extension INTL, PHP INTL et PHP curl. Mais ce qui est bizarre, c'est que du coup, on voit qu'elle était là. Donc ça veut dire qu'il l'a pas. Quand il a copié tout à l'heure, il y a un truc qu'il n'a pas bien copié. Donc du coup, je vais les installer. J'espère qu'on est jusqu'au bout. Sudo apt install
Et si on revient maintenant, on peut faire le réessayer. Et là maintenant on a continué, ça veut dire qu'il a plus de points qui sont en rouge. Enfin, au niveau du requis, il a plus d'éléments qui sont en rouge. Au niveau de la sécurité, il y a, mais ça c'est un autre point qui peut être réglé par la suite. Et donc là, bah du coup, en théorie, la dernière ligne, peut-être que tu n'étais pas obligé parce que si tu fais le ls-l, on voit qu'on était déjà en 7, 5, 5. Et la dernière commande qui était dans mon script, c'était de le passer avec uniquement le 3W data qui soit autorisé à écrire. Donc du coup, on était déjà dans la dernière commande. C'est pour ça que la dernière commande, on peut la passer. Celle-ci. Bon, ok, donc mon CTRL-C ne marche définitivement pas. Donc on peut la passer, mais ça va rien changer parce que nos droits, quand on a copié, se sont déjà retrouvés avec les bons droits. Mais ça peut permettre d'être sûr qu'ils aient bien ces droits-là. Donc c'est peut-être pour ça que tu avais pas dans ton script, il n'y avait pas forcément la dernière ligne parce qu'il savait que on tombait avec les bons droits avec le script. Ouais. Bah, la preuve que non, parce que là j'ai quand même pu accéder à GLPI même alors que je l'ai pas fait non plus. Mais bon, après, comme aussi je l'ai lancé 2 fois et tout, peut-être qu'il a quand même pris des éléments en cours de route. Comme du coup le script on l'a lancé 2-3 fois et il a pu le régénérer. Déjà des choses. Donc on le restart, là il n'y a pas d'erreur. Et après, bah, c'est de supprimer le fichier. Donc il me demande si on est sûr de vouloir le supprimer. Oui, mais du coup, comme il dit qu'elle était protégée en écriture, il faut mettre le sudo dans ces cas-là. Voilà, là, il n'avait même pas posé la question, parce que je ne sais pas pourquoi il l'avait protégé en écriture, le fichier, quand on l'a téléchargé. Donc du coup, il faut que je revérifie ça, le script, là, pourquoi il l'a pas installé proprement. Ce qu'on fera, c'est que du coup, je vais vous irez le récupérer là, après manger, vous essayerez de le relancer pour voir si vous tombez sur les mêmes erreurs que moi ou pas, ou si c'est parce que là, ce qu'il y a, c'est que je suis passé ici, donc si ça se trouve, on a vu qu'il y avait des caractères qui s'étaient pas bien mis et tout, et si ça se trouve, si on prend le script et qu'on le colle directement dans Nano, sans passer par le bloc-notes, il est possible que si ça se trouve, il y a peut-être un caractère qui s'est incrusté quelque part, qui l'a mal interprété. Ça serait possible aussi parce que les cotes et les doubles cotes, il les avait fait sauter dans le codage. Donc, ce que vous essayerez de faire, c'est du coup de copier directement dans le nano à partir du fichier qui est dans le dossier pro pour bien voir. C'est possible que parce que en fait les deux qu'il avait dit qui étaient requis, ils étaient là, ils étaient sur la ligne supplémentaire. Donc ça veut dire que quand il a recollé, il a mis un espace où il a passé à la ligne et du coup pour Nano c'était pas interprété correctement. Donc je suspecte ça. Il est passé à la ligne, il a pas. Ouais. Donc c'est pour ça. Donc là je l'étais passé ici parce que c'était plus simple pour moi pour faire descendre les choses et tout. Mais du coup, c'est le bloc-notes a posé des soucis. Donc, ouais. Donc ça se trouve, il y a peut-être un autre endroit où ça a bugué. Donc, ce que vous allez faire après manger, vous reprendrez chacun le script et vous le recollerez directement dans Nano à partir du fichier Word. Et on essaiera de voir ce que ça donne.
Donc oui, j'ai oublié ça. 0,5. Non, il va fermer. Là, il fera du stockage. Non, mais là, il ferme. Non, Alors, juste 30 secondes avant de partir, que je mette les signatures. Non, c'est fini. Oui, oui. Ah, gars, ils ont collé. Des chances, c'est 15 jours. Quel truc a coulé? À la FNAC, ils vont fermer définitivement. Ah bon? Non, au Champs-Élysées. Ah, au champ. Ouais. Parce que sinon, ça m'étonnait aussi. Ah, celle des Champs-Élysées. C'est juste le magasin des Champs-Élysées. Ah ouais, tous ils sont posés où? Ouais, je pense. Trop nul. T'as dit quoi? Il est trop nul. Qui va au champ pour acheter du matériel Je high-tech? suis déjà allé, je vais pratiquement tout le temps. Non, mais t'as pas vu le mec qui a aujourd'hui? Ah, mais c'est à cause des trucs là. Ah, mais là, c'est fini, il n'y a plus rien. Ah, tu t'es trop tard. Ah, j'ai déjà fait un deuxième jour de déstockage au Virgin Megastore qui avait fermé en bas de la Défense. Ah, c'était le bordel. L'état du magasin. Le matin, les gens ils rampaient sous les trucs apparemment. Bon, de toute façon, je cherchais pas grand chose. À la fin, je crois que j'étais reparti avec trois cartes Warcraft, de temps de jeu Warcraft qui étaient à 50%. Hein. Genre ça te prix. C'était un moment où j'y jouais. Donc, ok, j'ai mis les signatures. Hein? Oui. J'ai mis les signatures, c'est bon. Bon, bah, sinon, vous pouvez aller manger. Et on se retrouve tout à l'heure, d'ici une heure à peu près. Et on essaiera de le passer directement, de l'installer pour voir s'il n'y a pas le souci. Hop. Ah non, juste oublié un truc. Ah, Burger King, je peux même plus voir les promos. Hein. Je peux même plus voir les promos sur l'application. L'application ne veut plus se lancer. Il me dit qu'il y a une mise à jour, sauf qu'il faut une version plus récente du système pour faire les mises à jour. Le téléphone est trop vieux. Hein? Un 7. iPhone 7.